Aujourd'hui, on a eu le sujet de la solitude. Non pas l'émotion de la solitude, mais plutôt le fait d'être seul, d'être en solitude. Est-ce que c'est quelque chose qui va nous faire avancer dans la pratique, qui va nous faire développer la sagesse? On entend souvent ça, que le fait d'être seul est essentiel au développement de soi-même, de la sagesse. Donc, on peut se demander, est-ce que la sagesse est née de la solitude? Et la réponse est non. Pour l'expliquer, on va prendre un exemple vraiment évident et extrême. On va prendre l'exemple d'un prisonnier qui est placé en isolement carcéral, donc qui est placé seul dans une pièce sans communication avec personne, où il n'y a rien pour s'occuper dans la pièce. Il y a des murs blancs, c'est tout. Parfois, il va avoir le droit de sortir 1 heure ou 2 par jour, seul. Et il est seul avec lui-même comme ça pendant parfois une journée, quelques journées ou parfois des années. Quand on écoute le témoignage de personnes qui ont été mises comme ça en isolement carcéral, ce qui ressort de leur expérience, c'est le désespoir, la haine, la douleur, l'agonie, la frustration, la peur, qu'on devient un peu fou, que c'est considéré en fait comme une torture et qu'on s'en remet jamais, que toujours après, on reste dans la peur. Donc ça explique bien que sans entraînement en méditation, sans quelqu'un qui nous a guidés pour être capable d'affronter soi-même, pour faire face à soi-même, seul en confinement, il n'y a pas de sagesse qui va en ressortir, on ne va pas développer rien, au contraire. Donc la solitude, non, c'est pas une condition pour développer la sagesse. La chose de première importance pour développer la sagesse, ça va être, de ne pas s'associer avec des gens de mauvaise influence. Parce que là, quand on a un but et qu'on s'associe avec des gens qui font complètement le contraire, ben on va vivre une influence vers l'opposé de ce qu'on veut atteindre. Donc la deuxième chose pour développer notre sagesse, ça va être de s'associer avec des gens de sagesse. Et là, on peut se demander, est-ce que s'associer avec des gens qui ont plus de sagesse que nous va avoir un résultat semblable à celui d'être seul, mais avec des écrits d'enseignement, avec des textes, par exemple dans le bouddhisme du Dhammapada ou du Tripitaka. Alors non, ça n'aura pas le même impact, parce que c'est très difficile d'apprendre des écrits parce qu'on interprète un peu comme on veut, on interprète selon ce qu'on veut comprendre, on interprète de la façon qui va le plus concorder avec notre opinion, avec ce qu'on veut lire, plutôt que ce que ça voulait vraiment dire. Un exemple assez évident pour le voir, qu'on va vraiment mieux apprendre en étant avec quelqu'un qui a ces connaissances-là ou cette expérience-là, ça va être de dire, si, exemple, je veux apprendre à souder, est-ce que je vais apprendre mieux en m'associant avec un soudeur d'expérience ou est-ce que je vais apprendre mieux seul avec mon manuel de soudure? Alors, c'est assez évident qu'en s'associant avec un soudeur d'expérience, on va apprendre beaucoup plus rapidement et surtout beaucoup mieux. Parce que chaque fois qu'on va essayer de souder, il va y avoir cette personne-là à côté qui va dire « Ben non, regarde ici, la vitesse de ta machine n'est pas correcte. Regarde ici, la puissance n'est pas assez. Ah, t'as oublié de mettre tel produit pour prévenir l'oxydation avant. » Tout de suite, la personne d'expérience, elle peut reconnaître notre erreur, puis elle peut nous la pointer. Puis si nous, notre but, c'est vraiment d'apprendre, ben là, hey, on est content que quelqu'un nous corrige. Nous, on aurait niaisé combien de temps à essayer d'ajuster la machine, on ne sait pas trop comment, en lisant les instructions, en essayant de comprendre, en faisant des essais-erreurs, jusqu'à temps qu'on arrive à peut-être quelque chose qui nous satisfait. Tandis que là, quand on a quelqu'un qui l'a tout fait déjà, ça, là, puis qui a tellement d'expérience, puis qui l'a fait des milliers de fois bien après, mais pour lui, c'est tellement évident, puis il peut montrer tout de suite, pointer le détail de « Regarde ici, tu vois que c'est pas correct parce que, je sais pas moi, ta soudure est trop épaisse ou ça fait fondre ton métal. Alors, dès que tu vois ça, ajuste ici. » Donc, c'est la même chose dans Dhamma. Être associé avec quelqu'un de sagesse, si c'est ce qu'on veut développer, bien, il va pouvoir nous pointer tout de suite. « Hé, regarde ici,
Tu as fait une erreur, ton action, tu penses qu'elle est bonne, mais en fait, elle est guidée par quoi? Elle est guidée par l'attachement, elle est guidée par le désir. Alors, c'est pas bon, ça, dans Dhamma. Donc, si on veut se corriger et qu'on s'associe avec quelqu'un de sagesse qui va pouvoir nous corriger, alors là, on va progresser vraiment vite. Mais pour ça, ça prend du courage, ça prend de l'humilité, il faut vouloir changer. Et ensuite, la troisième chose, vivre en solitude. Donc, dans le fond, ce qui est important, ce qui fait que vivre en solitude, on peut progresser vite, ça peut nous aider, c'est le fait que quand on est seul, on comprend qu'il n'y a personne d'autre qui va faire le travail pour nous, qu'on est la seule personne qui va pouvoir le régler. Donc, l'idéal, en fait, c'est de s'associer avec des gens sages, tout en comprenant qu'on est seul, qu'il y a juste nous qui va pouvoir corriger notre problème, qu'il n'y a personne d'autre qui peut le faire à notre place. Donc, c'est de cette façon-là qu'il faut être seul. En prenant nos responsabilités, en arrêtant de blâmer les autres, en arrêtant de blâmer les circonstances, et en comprenant qu'on est le seul responsable de ce qui nous arrive, puis la seule façon de corriger puis de progresser, c'est de faire le travail maintenant, nous-mêmes, de ne pas attendre que personne le fasse à notre place.